Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour cette conférence. Donc on accueille ce soir Jean, une agence d'architecture basée à Nancy, qui a été créée, une jeune agence créée en 2009, qui compte aujourd'hui 4 personnes, plus ou moins, et qui a notamment travaillé sur beaucoup de projets et lauréat des AJAP, donc album des jeunes architectes paysagistes en 2012. Donc ils nous font le plaisir ce soir d'être là pour une conférence en première partie et ensuite une exposition dont le vernissage se tiendra tout à l'heure à la Galerie Domino rue de Rossheim, où vous êtes tous invités. Voilà, et puis je crois qu'ils ont beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi, donc je vais leur laisser la parole tout de suite. Bonsoir. Vous me dites si on m'entend bien. C'est bien. Alors, on remercie l'école d'archi de nous avoir invités. On remercie aussi Lionel, évidemment, pour sa double invitation à la Galerie Domino. On va vous présenter des projets d'une manière presque chronologique, en essayant de construire une ligne d'idées, en s'appuyant d'abord sur des projets peut-être un peu plus anciens qui sont, comme pour ainsi dire, des éléments un peu fondateurs de notre travail, et puis ensuite 2 séries de projets plus récents qui vous donneront peut-être à voir ou à comprendre ce qu'on essaye de faire. Peut-être pour commencer, parler du fait qu'on travaille à Nancy, donc dans une petite ou moyenne ville de province, je ne sais pas la définition exacte de petite ou moyenne. Et pire que ça, si j'ose dire, on travaille à Nancy, mais la plupart des projets qui nous occupent sont en banlieue de Nancy, voire dans la campagne environnante, plus ou moins profonde. Autant dire qu'on est assez loin des métropoles dynamiques qui font construire des équipements prestigieux et des musées d'art moderne. D'où le titre de notre conférence, Rusticité. Peut-être on peut commencer par le texte à gauche, une définition peut-être un peu polémique et un peu provocatrice de la ruralité telle qu'on la pratique. La ruralité étant finalement tout ce qui n'est pas le centre-ville historique muséifié, policé, verni. C'est-à-dire la très large majorité des paysages et des paysages construits en particulier qui nous intéressent. On se souvient il y a quelques décennies de la prophétie du grand Rim Koolhaas qui parlait du devenir ville du monde. À bien y regarder, il se pourrait que le monde finalement devienne un petit peu campagne. Et en tout cas, c'est sous cet axe un peu provocateur que on a choisi d'entrer dans notre carrière professionnelle par nécessité, mais aussi dans le propos qu'on va tenir ce soir. Ce qui nous intéresse dans cette campagne, c'est une vitalité toute particulière, parce qu'elle est loin en deçà, on pourrait dire, ou loin au-delà, ça dépendra de la manière dont on veut considérer les choses. De notions un peu fourre-tout, un peu dangereuses, comme le bon goût par exemple, et que nous on y trouve une nécessité en fait qui nous apparaît être utile sinon indispensable à la pratique d'architecte. Encore une fois, je le redis, c'est un peu par nécessité parce que quand on commence comme une jeune agence, on fait avec ce qu'on a, évidemment. Et aussi parce que commençant à faire avec ce qu'on avait, on a développé des méthodes un peu spécifiques et des propos peut-être un peu différents d'une architecture plus conventionnelle, je vais le dire comme ça, exprès. Et le titre de la conférence, Rusticité, c'est ce jeu de mots qui existe un peu tout seul dans le dictionnaire, le fait que rusticité désigne à la fois la caractéristique d'une plante à être adaptée à son milieu,
belle définition pour un projet d'architecture assez évidente, mais qu'elle désigne aussi, cette rusticité, quelque chose beaucoup plus proche du kitsch, quelque chose de dangereux, quelque chose d'assez repoussant, quelque chose qu'on essaye de fuir la plupart du temps. Et ça nous amusait pas mal de mettre dos à dos ces deux définitions d'un même mot qui ouvrent un champ sémantique, un champ de travail qu'on essaie d'explorer. On va commencer par présenter un premier projet qui n'est pas un projet d'architecture, qui est un projet d'exposition. C'est celui que vous allez voir dans quelques heures, minutes, j'espère. Vous me direz si je déborde complètement sur le planning. On a monté cette exposition une première fois à la Cité à la première rue, qui est une galerie d'architecture dans la Cité radieuse de Briey. J'ai d'ailleurs oublié de remercier la première rue qui est le producteur de l'expo. On tenait à commencer cette présentation par autre chose qu'un bâtiment construit, parce que notre propos finalement il n'est pas tant architectural que culturel. En tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, remettre l'architecture dans un champ beaucoup plus ouvert, beaucoup plus poreux, essayer de sortir un petit peu de nos tours d'ivoire et essayer de parler de choses finalement plus générales que la seule discipline. Et puis, on a été invité à Briey dans le cadre de manifestations plus importantes qui ont été mises au point dans la ville sur le thème de la ruralité. On a été invité à ce moment-là aussi parce que notre pratique, comme le disait Guillaume, est basée sur ce qui est dénommé campagne. Donc, quand on a développé cette proposition d'exposition, il fallait qu'elle s'intègre dans une forme de discours un peu plus global sur les actions en territoire rural. Et on a commencé par se poser la question de savoir comment proposer une exposition d'architecture qui puisse intéresser le public autrement que par des plans, des coupes et des documents très peu lisibles en fait par la plupart des gens. Donc on a développé un principe d'exposition qui était basé sur 3 points qui nous semblaient essentiels. Le lieu, le commanditaire et puis l'objet construit lui-même évidemment. Le lieu est présenté par des vues aériennes qui sont en fait des cartes postales qui sont parfaitement précises en termes descriptifs quant au territoire dans lequel on doit intervenir. On a mis au point un questionnaire qu'on a donné à nos maîtres d'ouvrage, qui ont été en fait ceux qui ont décrit nos projets au travers de 6 ou 7 questions, où ils se sont racontés eux-mêmes et où en fait ils ont décrit notre travail dans ce qu'ils ont eux ressenti de notre proposition. Et puis, il fallait bien présenter les objets construits et on a eu l'idée de ne pas présenter des maquettes d'architectes, mais plutôt de présenter des maquettes particulièrement naïves et précises sur le principe de la maquette de train électrique qui parle à tout le monde et qui est parfaitement lisible. Alors, vous les verrez mieux tout à l'heure, mais on a mis quelques images pour illustrer ce propos d'une maquette un peu bébête, d'une maquette un peu réaliste, qui n'est pas une maquette d'intention. En fait, le problème, c'est que la plupart du temps, on parle de nos intentions, et si les gens ne comprennent pas nos intentions, est-ce qu'ils comprennent finalement ce qu'on fait? Donc, en donnant la parole à nos maîtres d'ouvrage, de la même manière qu'en faisant des maquettes un peu bébêtes, on s'est dit peut-être on arrive à quelque chose de plus sincère, de plus honnête et de plus transversal. Voilà, ça c'était une petite introduction. On va aborder quelques
quelques projets qui ont maintenant quelques années pour définir un set de notions ou de thèmes, j'aime pas trop ces mots, mais c'est pas forcément très grave, qui sont un peu les outils conceptuels avec lesquels on travaille, les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la notion de réhabilitation qui nous apparaît absolument centrale. Parce que de plus en plus, on a à réhabiliter des bâtiments de manière parfaitement factuelle, mais parce qu'on a étendu cette notion de réhabilitation au point qu'un bâtiment neuf est toujours la réhabilitation de quelque chose. Et on va essayer d'illustrer cette idée en quelques exemples. Ce premier projet est le premier projet, on va dire, un peu moins petit que d'habitude qu'on ait réussi à obtenir. Et c'est la réhabilitation thermique et extension d'un groupe scolaire en banlieue de Nancy, où c'est un bâtiment des années 60 composé de deux grandes barres, chacune 60 mètres de long, un petit préau entre les deux, une barre l'école primaire, une autre l'école élémentaire. Quand on est arrivé devant cet objet, on avait un programme qui était donc de le réhabiliter thermiquement, de faire une petite extension pour créer une bibliothèque. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est que le plan masse du bâtiment existant était diablement parfait. Un plan masse parfaitement moderne, parfaitement orienté, une forme de bioclimatisme avant l'heure. On avait un budget particulièrement contraint et en fait, on a très vite compris que la seule proposition qu'on avait à faire, ou la plus intéressante, n'était pas de réhabiliter le bâtiment lui-même, même si évidemment il a fallu le faire, mais de réhabiliter son plan masse. Donc on s'est acharné pendant toute la durée du projet à le sauver et à le conserver exactement comme il était. Donc ça, c'est l'entrée du groupe scolaire qui est entre une des barres et le préau existant. Pour le sauvegarder, on a mis comme première base d'action l'idée qu'il ne fallait pas faire d'extension. Donc on a mis les nouveaux locaux dans le préau existant et on a simplement fait un préau léger pour conserver les bâtiments tels que. Et on a juste emballé les barres au nord en profitant de leur orientation et donc en économisant évidemment de l'argent. Le bâtiment existant, qui n'était pas très reluisant, hein, il faut le dire. C'est pas parce que le plan masse est merveilleux que le bâtiment, surtout après 40 ou 50 ans de peinture rose, était très en forme. Le fameux plan masse. Et puis le résultat de notre travail, à savoir pas grand chose. On a emballé la barre en tôle blanche et on a très bien isolé les façades nord. Quand on a fait ce projet, on s'est donc rendu compte que en fait, c'est la première fois qu'on s'est formulé l'idée que que la réhabilitation était importante, mais le contenu de la réhabilitation en particulier. Le nouveau préau et l'extension qu'on a donc mis dans l'ancien préau qui était derrière. Le résultat de notre travail. En même temps que ce projet, on en a fait un autre qui était tout petit. C'est une petite capitainerie dans un tout petit village à 50 km de Nancy. Une capitainerie, c'est des sanitaires de camping pour le tourisme fluvial, donc quelque chose d'assez modeste. Et donc ça, c'est le terrain du projet. Et quand on a fait ce projet, on était en train de faire le groupe scolaire et on s'est dit que, en fait, on nous demandait évidemment de construire un bâtiment neuf pour accueillir ces fameuses toilettes, mais que ce qu'on se devait nous de faire, c'était de réhabiliter ce petit bout d'herbe pour en faire la future plage qui accueille les touristes sur leur petit bateau. Le programme dans son bâtiment et puis le bâtiment sur sa plage. Tout ça pour dire que faire ces deux projets de front,
nous a positionné quant à la question du contexte et sur cette idée de toujours considérer qu'on démarre un projet en réhabilitant un contexte existant. Le projet suivant, c'est une petite place de village où on nous a demandé de venir étudier le fait de créer une place dans un village quand il y en avait déjà deux pour un tout petit village et qu'en fait ils n'avaient pas du tout besoin de nouvelles places, mais ils avaient besoin de dire qu'ils allaient faire un projet. Donc quand on a rencontré le maire, on a visité le lieu, il y avait donc un programme qui était à vrai dire presque rien et des contraintes qui étaient à la limite de l'invention. Donc on a essayé de réfléchir à l'action la plus directe et la plus simple possible pour résoudre les très faibles et le très peu de contraintes qu'on avait à traiter et pour offrir le plus de possibilités possibles et le plus de nouveaux usages possibles à cet endroit. On a beaucoup travaillé et puis on a proposé de poser un rectangle en béton au milieu de cette place qui réglait l'intégralité des flux et qui permettait d'accueillir des usages qu'on ne connaissait pas. On pouvait même dire que dans ce rectangle, il y avait un petit tuyau avec de l'eau qui sortait parce qu'il fallait faire une fontaine. Donc un rectangle fait une assez bonne fontaine si besoin. Le résultat de notre proposition, c'est que quand on a présenté notre projet au conseil municipal, ils l'ont presque pris comme une insulte et ils se sont demandé si on se moquait d'eux et si vraiment on avait bien compris leur demande. On s'est donc fait entre guillemets virer et puis aujourd'hui il y a une petite place avec une petite fontaine et des petits chemins qui ne sert pas plus à quelque chose qu'au moment où ils nous ont demandé d'en faire une. Mais ça nous a évidemment questionné quant à l'idée d'essayer de faire le moins possible pour en offrir le plus possible. La petite maquette qu'on a présentée qui n'a pas eu le succès escompté. Et en même temps, on travaillait aussi donc, sur ce groupe scolaire où tous les espaces sont blancs. Et on voulait présenter cette image à la sortie de ce petit chapitre sur l'idée d'essayer d'en faire le moins possible. Parce que si on vous demande ce que vous voyez sur cette image, on a l'impression que vous allez répondre des animaux. Et vous aurez raison, la surface blanche étant le plus en retrait possible, ce qui nous intéresse beaucoup dans la façon de fabriquer de l'architecture qui laisse la place, pas forcément aux animaux, mais qui laisse la place le plus discrètement possible. L'ingrédient suivant, c'est la fenêtre, qui a toujours été, depuis le début de notre travail, un point important qu'on a toujours considéré comme étant une sorte de minimum pour que ce soit de l'architecture, pour qu'un objet construit devienne de l'architecture. On a répondu il y a 2 ans ou 4 ans, on va dire 2 ans, à l'avant-dernière Biennale d'architecture de Venise. Quand on s'est demandé ce qu'on allait proposer pour le pavillon français, on a d'abord évidemment constaté que la Biennale de Venise était un grand supermarché de représentation de l'architecture, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup, et qu'en fait on allait se promener là-dedans jusqu'à ne plus savoir trop ce qu'on regarde. Et on s'est dit que dans le entre guillemets mausolée qui est le pavillon français, on pouvait essayer de faire une proposition qui ne soit que un acte architectural et que notre proposition soit vraiment de l'architecture et pas de la représentation de ce qu'on pourrait aimer voir en architecture. On a donc proposé uniquement de faire une fenêtre dans ce bâtiment. C'était particulièrement intéressant pour nous de faire ça parce que si vous connaissez les Giardini, on avait cette succession de bâtiments
qui sont tous un peu tombés du ciel, qui sont tous pas mal ignorants de leur contexte, alors que le contexte c'est quand même la ville la plus puissamment onirique qu'on puisse imaginer, mais c'est pas forcément la plus belle, mais il y a quand même un contexte très particulier. Et le pavillon français, mais la plupart des pavillons ignorent superbement ce contexte. Et le pavillon français en particulier, pourquoi Mathias dit que c'est un mausolée? Parce qu'il n'a aucune fenêtre, il est glauque comme une pièce de cimetière. Et on s'était dit que finalement, cette volonté de remettre l'architecture au centre de la discussion et pas la représentation de l'architecture, c'était assez parfait de laisser un pavillon entièrement vide, ce qui serait le premier choc pour le visiteur qui cherche désespérément encore un peu plus d'informations et qui ne trouverait rien, et qui trouverait une belle fenêtre sur le canal qui passe juste derrière. Ça nous apparaissait nécessaire et suffisant, et assez opportun dans le contexte de la biennale que pilotait Aravena sur la dimension sociale et l'engagement de l'architecte. On se disait que mettre encore un peu de papier glacé, c'était pas forcément très honnête par rapport à l'appel qu'il faisait à une architecture responsable. Ça n'a pas beaucoup plus pris que le rectangle du chapitre précédent. On était très fiers d'être exposés au pavillon, mais dans la scénographie de quelqu'un d'autre. Alors on ne veut pas trop médire non plus, ce serait malvenu. On va passer à la notion suivante, qui est un peu bateau évidemment. Un architecte, c'est quand même la plupart du temps quelqu'un qui construit, donc qui propose une structure pour résoudre un problème ou héberger un usage. On va montrer deux projets rapidement. Le premier, c'est notre proposition malheureuse, elle aussi, pour le concours Réinventer Paris, où on a travaillé avec un site qui paraissait de premier abord extrêmement complexe, à savoir un garage souterrain aérien, c'est-à-dire un garage sans aucune fenêtre, mais construit au-dessus du niveau du sol. Quelque chose d'assez absurde, quelque chose d'absolument inutilisable parce que enterré de par sa condition de fermeture totale. Et après avoir pas mal touillé des éléments de programme très divers dans cette structure, on en arrivait à cette idée extrêmement simple qu'on allait démolir une partie de la structure pour faire rentrer de la lumière à l'intérieur, et puis qu'on allait simplement vitrer les parties qu'on avait ouvertes, et puis que les programmes allaient se remplir tout ça gaiement et de manière assez autonome. Je ne passe pas le détail du programme qui faisait partie de la proposition. C'était une sorte de village avec du logement, du coworking, des crèches, un restaurant, un spa, etc. Plein de choses. Finalement, tous ces plateaux avec des capacités portantes assez élevées et qui étaient devenues lumineuses et généreuses étaient assez parfaites. Donc cette décision structurelle de démolir et de vitrifier, on a appelé ça la démolition radieuse, nous apparaissait assez, encore une fois, nécessaire et suffisante. Je pourrais le dire souvent, je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Et évidemment, toutes les notions qu'on aborde là comme quelques ingrédients sont un petit peu mélangées, et on parlait tout à l'heure du fait que on considère que tout est réhabilitation. Ce projet est basé sur l'idée de réhabiliter la structure du parking. Et on trouvait ça aussi assez courageux et utile, peut-être dans une grande consultation internationale comme ça, de dire que en faire le moins possible, c'était ce qui nous paraissait être vraiment le plus utile. Pour cette question de la structure, on va vous parler d'un autre projet dont les bases sont une famille qui nous a demandé de construire une double maison et dont le budget était impossible. On a d'abord refusé et puis on s'est dit que c'était une réponse un peu dure et éventuellement un petit peu rapide. Et donc on a proposé d'essayer de relever le défi de construire encore moins cher que d'habitude, avec cette idée de trouver un moyen à la résolution de ce problème.
On avait déjà fait un autre projet que vous verrez un peu plus tard en travaillant avec la fermette industrielle, dont le grand mérite est d'être extrêmement abordable. Sinon, la plupart des pavillons de nos charmantes campagnes ne seraient pas construits comme ça, par la force des choses. Et on a adapté le principe de la fermette industrielle pour faire en fait une sorte de grand grenier qui abritait de manière extrêmement simple le programme. Deux familles, 2 maisons, 2 tubes. Le projet est absolument répétitif pour qu'il n'y ait aucune suggestion constructive et aucun surcoût. Pour que le plus de choses soient éventuellement autoconstructibles, tout ce qui est du second œuvre à l'intérieur. Et puis ça donnait cet objet extrêmement austère à certains égards, dans lequel on a un peu tordu le programme. Tu peux revenir au plan, parce qu'évidemment on remplissait la parcelle sur toute sa largeur. Côté rue, à droite du plan, on avait 2 carportes. Côté jardin, à gauche, c'était le sud, on avait 2 grandes baies vitrées. Et les chambres se retrouvaient au milieu avec des simples Velux. Une proposition, je pense, où finalement la radicalité constructive débouchait directement sur une radicalité spatiale. Des chambres très intimes, totalement fermées sur elles-mêmes, avec une relation exclusive au ciel, et une grande pièce à vivre qui débouche sur le jardin, quelque chose d'assez campagnard, je crois, qui était isolé par l'extérieur et bardé en tôle verte pour se fondre dans le paysage avec la discrétion d'un hangar agricole. Là encore, c'était probablement un peu trop radical pour nos clients qui ont malheureusement, je crois, depuis construit un pavillon un peu sordide. C'est donc un projet qui s'est arrêté. Par contre, si on vous le montre ici, c'est que c'est un projet qui est relativement fondateur pour nous dans un rapport évidemment à la structure, parce que c'est ce dont on est en train de parler, mais aussi à l'économie et à la question de l'esthétique. On a longtemps travaillé à l'esthétique de l'économie, à réfléchir à ce que ça voulait dire. Et puis, quand on a fait ce projet, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait aussi envisager l'économie de l'esthétique. Économiser l'esthétique, c'est évidemment un résultat qu'on ne va pas tout de suite ranger dans le travail qu'on continue à faire. Et puis on va parler de décor, parce que parfois, quand on a bien fait le boulot et qu'on a réussi à tenir un budget improbable, alors il en reste un peu. Et ce projet, c'est un 1% culturel, l'ancien 1% artistique, pour le centre des congrès de Nancy, un bâtiment de Marc Barani et Christophe Prel, avec beaucoup plus de zéros au compteur que les projets sur lesquels on travaille. Le 1% avait été un peu détourné de sa mission originelle, qui est de confier 1% du budget d'un bâtiment public à un artiste. Là, en l'occurrence, on répondait avec un ami artiste, mais on était quand même aussi un peu architecte. Et puis surtout, la commande portait sur le mobilier d'accueil du centre des congrès et pas sur une œuvre d'art indépendante. Ce qui était la seule possibilité pour qu'on réponde, donc ça nous arrangeait bien. Mais on a donc fait des meubles assez rationnels, assez efficaces, modulaires, pour accueillir les différentes fonctions qu'il fallait accueillir, des assises, des comptoirs, le bar, le vestiaire, etc. Avec un principe constructif extrêmement rigoureux, pas de vis, pas de colle, des panneaux découpés numériquement, quelque chose de très machinique finalement. Et on était assez content de notre proposition, mais on était très loin du budget qu'on devait dépenser pour remplir notre mission. Donc en complément de cette espèce de machine modulaire qui composait le mobilier, on a fait une proposition dans le grand hall de ce bâtiment assez somptueux. Aujourd'hui ça s'appelle un centre des congrès, à l'époque c'était un palais. On a proposé une mosaïque dans une pièce qui fait presque 8000 mètres carrés. Et par ce biais, on vengeait un peu
le propos du 1% artistique qui est de, je vais le dire de manière un peu polémique, qui est de décorer l'architecture dans le temps long et d'inscrire dans le temps long de l'architecture une action artistique ou culturelle. Donc on a fait du coloriage, on a fabriqué des moules à carrelage, on a fabriqué du carrelage sur mesure, et on a fait un truc comme ça, complètement délirant, complètement baroque, qui n'avait pas grand-chose à voir avec nos meubles, mais qui allait finalement assez bien avec les roulettes de nos modules et les chemins de câbles apparents qu'on avait fourrés en dessous. Voilà pour cette liste d'ingrédients, le contexte, le rien, les fenêtres, la structure et le décor, qu'on va maintenant présenter dans des projets qu'on va peut-être détailler un peu plus. Et qui vont se mélanger dans ce qu'on va vous raconter de ces projets. La première série qu'on a appelée, alors c'est toujours des hybrides parce que c'est toujours le mélange de ces notions qu'on a séparées juste avant. Et la première série, elle porte vraiment sur la typologie, la notion de modèle et de copie. En fait, le projet étant toujours la copie de quelque chose qui existe avant. C'est plutôt des maisons, du logement, parce que on a commencé à travailler sur des commandes comme ça un peu plus modestes. Peut-être c'est important de préciser que la particularité d'un programme de logement en particulier pour un commanditaire privé, une maison pour un particulier, c'est que ce commanditaire impose une absolue normalité. Par définition, la personne qui commande une maison à un architecte n'est pas architecte, et donc il est normal. Alors, on en a eu de différents types, il y a de nombreuses normalités. La plupart du temps, elles ont une culture architecturale assez inexistante, pour parler gentiment. Et pourtant, il va falloir convaincre ses clients que ce qu'on leur propose, c'est la chose à faire. Donc, ce programme particulier, en fait, est extrêmement ardu parce qu'on ne peut pas se cacher derrière le mandat qu'on a dans le cas d'un marché public où, par définition, on est censé savoir ce qu'on fait et le maître d'ouvrage public est censé nous faire confiance. Là, c'est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus conflictuel parfois. L'inculture du maître d'ouvrage étant la base de cette relation de travail. Et c'est donc un programme qui nous impose de mettre au point des stratégies d'intégration qui peuvent réussir ou être un petit peu plus tendancieuses. On va commencer par vous présenter deux projets qui n'ont pas abouti ni l'un ni l'autre, mais qui sont deux extrêmes quant à ce rapport à cette stratégie possible d'intégration. Le premier dans un petit village du nord de la Meurthe-et-Moselle, le second est en centre-ville, c'est à la frange du centre-ville de Nancy. Le premier, c'est pas une maison, c'est une mairie. Et pourquoi on l'a intégré à cet endroit? C'est que quand on a fait le concours, on a proposé le projet qui est plutôt celui de gauche, que vous voyez pas très bien, mais c'est pas le sujet. Quand on a rendu ce projet, nous et les autres équipes ont été retoqués et il y a eu un deuxième tour de concours parce que la maîtrise d'ouvrage n'a compris aucun des projets qui lui ont été proposés. En deux mots, ce projet de gauche, il était très bas, tapis comme ça, dans un talus presque militaire, furtif. C'est comme ça qu'on l'avait présenté. Et puis il y avait juste sur le toit des espèces de couettes dont on avait raconté qu'elles s'inspiraient des volumétries très maison Monopoly du village. Ça ne les a absolument pas touchés, ils n'ont pas vu le Monopoly, ils n'ont pas vu le bâtiment, et je pense même qu'ils n'ont pas compris le sens de la maquette, enfin le sens physique, dans quel sens il fallait regarder l'objet.
Donc on a pris ça très à cœur en se disant il faut leur proposer un autre projet qui finalement, comme dans le cadre de ces commanditaires privés que j'évoquais juste avant, arrive à leur parler, parce que si on raconte des choses qui sont totalement absconses, alors c'est nous qui nous trompons, ça ne peut pas être le commanditaire qui se trompe. Et du coup, on leur a proposé sur le principe que la mairie du village était la grosse maison qui appartenait à tout le monde, de faire exactement une maison en mimant le plus possible l'ordre typologique de la maison Monopoly. Ce qui était assez amusant, c'est que le site qu'ils avaient choisi était pile à la frontière entre le village traditionnel et ses vraies maisons traditionnelles, et un lotissement qui était en développement avec les fausses maisons traditionnelles, ou plutôt les vraies maisons de la fausse tradition. On reviendra sur ce mélange un petit peu interlope de la notion de tradition. Et donc on a proposé l'épure quasi abstraite d'une maison Monopoly. On n'a pas plus gagné. L'autre projet qu'on voulait mettre en parallèle, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui nous a demandé de lui construire une maison sur un terrain qui lui appartenait, sur lequel il y avait déjà une maison et un ancien hangar et un garage. En fait, il y avait tout. Et donc, à l'extrême opposé du mimétisme complet de la maison, il y a l'absence totale de présence de maison. Il n'y a plus que le toit qui permet d'abriter l'usage. Ça, c'était son terrain existant. On a glissé dedans un toit, un plan très radical qui lui permettait de profiter des deux cours. La maison quand elle est ouverte, la maison quand elle est fermée. Quand on a montré ces deux éléments, c'est deux façons d'aborder la question de l'intégration dont on parlait juste avant, qui est absolument nécessaire à nos yeux quand on travaille sur le projet d'une maison, évidemment, et après de manière plus générale quand on fait de l'architecture. Bon goût, mauvais goût, voilà des notions un peu difficiles. Évidemment, on se dit toujours qu'en tant qu'architecte, on est forcément du côté du bon goût. On a fait des études pour ça, on a appris à dessiner, on a aiguisé notre regard pour choisir. Restent nos clients qui n'ont pas fait tout ce parcours et avec lesquels il faut parler. Alors, l'idée d'opposer en fait ces deux notions, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et surtout de ne pas se permettre de snobber le mauvais goût présumé de nos clients en leur faisant la leçon, ce qui vivrait évidemment assez mal. On va vous présenter trois maisons, dont les trois vues aériennes. Une maison dans un village alsacien, une maison dans une zone pavillonnaire, l'extrême pavillonnaire, en banlieue de Metz, et puis dans une zone pavillonnaire qui allait advenir. Le premier projet alsacien, c'est une petite maison pour un couple sans enfants. Le point de départ, c'était évidemment le plan local d'urbanisme qui avait cette honnêteté absolue de dire faites exactement comme le voisin. Et comme le village est de Zünsdorf, pour ne pas le citer, est de très belle et très bien conservé, c'était assez évident, tous les voisins étaient d'accord pour construire depuis la nuit des temps de la même manière. Ça permettait d'être assez vite fixé sur l'allure qu'allait devoir prendre cette maison. Évidemment, le client aurait aimé une maison moderne largement vitrée pour simplifier un peu la donne. Il faut reconnaître cet article U11 qui parle de l'aspect extérieur des constructions. C'est toujours l'article un peu qu'on redoute. On va tout de suite voir à quelle sauce le projet va être mangé. Là, en l'occurrence, le projet était fini. Quand on avait fini de lire cet article,
faîtage parallèle à la rue, toit en pente comme les voisins, etc. etc. Donc on a joué assez scrupuleusement ce jeu qui a le mérite de reconnaître la valeur patrimoniale d'un type constructif, en fait. Évidemment, j'en fais des blagues, mais on reviendra sur le même article dans d'autres contextes où il n'y a pas cette prégnance et cette homogénéité typologique. C'est pas la même. Là, est-ce que on aurait envie d'habiter dans la seule maison différente? Je suis pas sûr de ça. Donc on a pris très à cœur l'idée de faire une maison alsacienne. On a poussé un peu le bouchon jusqu'à retraduire le colombage traditionnel des voisins en fermettes industrielles, avec finalement des épures structurelles extrêmement similaires à celle qu'a élaboré la tradition. Et on a fait en fait une sorte de collage entre le toit que réclamait le PLU et probablement les voisins, et puis le rez-de-chaussée, le loft moderne, excusez-moi pour les gros mots, du rez-de-chaussée, avec une grande baie vitrée plein sud sur le jardin, un plan libre avec des meubles sur roulettes, à l'abri de cette immense charpente. Et là où l'argument un peu naïf, très au ras des pâquerettes de la copie servile du modèle devient intéressant, c'est que la maison, dans la manière dont on la pratique, est la superposition de ces deux modèles, en fait. On vit dans le loft contemporain à rez-de-chaussée, en ayant toujours au-dessus, à 8 ou 9 mètres au faîtage, cette espèce de chose complètement folle. On a fait visiter la maison plusieurs fois, et alors il y avait deux types de réactions. L'une, c'était quand est-ce que vous mettez le faux plafond, et l'autre, c'était une dame qui ne savait pas si c'était un projet neuf ou une réhabilitation. Alors, bon, le faux plafond, il n'y en aura jamais, parce que nos clients ont bien compris le bénéfice qu'ils pouvaient avoir cet immense volume inutile au-dessus de la tête, et la beauté quotidienne qui en résulte. L'autre question de savoir si c'est un projet neuf ou un projet ancien est évidemment particulièrement intéressante, parce que elle permet de se dire que finalement notre projet a réussi à trouver une place un peu louche dans un imaginaire qui n'est pas celui d'un architecte éduqué, et qui trouve une légitimité on va dire autonome, mais un peu pour toujours, quoi. Et je le redis quand même, sans renoncer à toute la partie contemporaine, c'est-à-dire la flexibilité du plan, l'ouverture sur l'extérieur, etc., des poncifs qui ont évidemment leur raison d'être. Le projet qu'on va vous montrer en parallèle est dans une zone pavillonnaire où la première fois qu'on a mis les pieds là-bas, quand on nous a contactés pour faire une extension d'une maison existante, on s'est vraiment demandé ce qu'on faisait là. C'était donc cette maison, une maison Phoenix de catalogue. Et puis on a regardé ce fameux PLU qui est quasi exactement le même que celui de la maison précédente, sauf que quand ils disent de faire exactement comme son voisin, c'est une forme de répétition d'une tradition version 2. La tradition du pavillon, qui est une tradition inventée par les industriels de la construction, une tradition faite d'agglos et d'enduits rose saumon. Dans le langage populaire, si on vous parle de construction traditionnelle, ça veut dire des agglos, de l'enduit monocouche et de la fermette, ce qui est quand même assez étrange, parce qu'on est très très loin d'une autre tradition authentique, qui est celle qu'invoquait le PLU du village traditionnel. Donc ça devient difficile d'utiliser ce mot, parce qu'on ne sait pas si c'est de la tradition traditionnelle ou de la tradition non traditionnelle.
En l'occurrence, ce pavillon, il était fait avec le système de construction des maisons Phoenix, à savoir pas du tout en agglo et pensé par des industriels sérieusement malins qui avaient mis au point un système pour envoyer des milliers de pavillons le plus vite possible et le moins cher possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les industriels de la construction sont très en avance sur les architectes quand il s'agit d'infiltrer un milieu culturel. Ils n'ont pas eu peur ou ils n'ont pas hésité à transformer un système parfaitement industriel qui est celui d'une grosse boîte de supermarché pour qu'à la fin ça ressemble à la maison dont tout le monde rêve ou dont tout le monde croit rêver. Et évidemment il ne s'agit pas de dire maintenant les maisons Phoenix c'est la fin de l'histoire de l'architecture parce que sinon on ne serait pas là et vous non plus. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont beaucoup mieux réussi que nous pour se faire une place. Et je ne parle pas de part de marché, mais je parle vraiment de place dans l'imaginaire, en fait, de part de marché intellectuel. C'est le rêve de bien des gens d'avoir ça. Et il y a un consensus terrible à ce niveau-là. En tous les cas, quand on nous a demandé d'étendre cette maison existante, et qu'on s'est demandé ce qu'on pouvait bien faire et à cet endroit, et pour ces gens, et pour cette maison, on a d'abord évidemment douté, et puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas ni partir en courant, ni avoir une attitude moraliste vis-à-vis de cette forme et vis-à-vis de ces gens. On a songé à leur dire de vendre leur maison et d'acheter un terrain, par exemple, mais on ne leur a pas proposé, c'était quand même un peu insultant. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont forcément attachés à cette maison, que c'est leur vie, qu'ils l'ont achetée il y a 20 ans, je ne connais plus les détails exacts, et qu'ils s'y sentent très bien s'ils veulent l'étendre. Donc à un moment, la place du moralisateur qui va expliquer que ces gens se trompent depuis 20 ans, elle n'est absolument pas tenable en fait. Et ce qu'on a du coup proposé, c'est une épure de exactement la même chose que tous les pavillons du quartier. Cette épure, on l'a proposée pour réussir le projet vis-à-vis du client, et puis on l'a proposée pour réussir l'obtention du permis de construire aussi. C'était la base d'un questionnement qu'on continue d'avoir sur comment agir dans ce genre de milieu. Et puis, la proposition stratégique qu'on a mis au point dans le cadre de ce projet est plus, finalement, rétrospectivement, de l'ordre de la sculpture. On a essayé de détruire ou d'enlever l'intégralité des détails, d'enlever les chéneaux, d'enlever les bavettes, d'être le plus proche d'un dessin parfaitement pur de ce que c'est que ce pavillon. Et finalement, on est arrivé à un moment où on a construit un pavillon comme un pavillon d'architecte. Et on dirait aujourd'hui, nous, de ce qu'on a produit, que c'est un résultat qui est sérieusement tendancieux, en fait. Qu'il y a un moment où c'est plus... Il y a un problème de remettre en question la tradition constructive pour essayer de faire une épure de pavillon. Et d'ailleurs, on n'a pas fini de gérer les problèmes constructifs de cette maison. Le troisième exemple, c'est une autre maison, un autre pavillon dans un lotissement à Ludre, pas très loin de Nancy, pour une jeune famille de primo-accédants qui rêvent de leur première maison, qui ont trouvé le terrain de leur rêve dans un lotissement vendu écologique, parce qu'ils ont eu l'idée de mettre des noues pour récupérer les eaux de pluie, et que ça va leur coûter très cher. Le terrain fait 500 mètres carrés et absorbe la moitié du budget. Il leur reste, je crois, environ 130 000 € pour construire la maison, ce qui est absolument ridicule. Donc là encore, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et puis c'est toujours un petit peu difficile de dire non, j'ai mieux à faire. C'est déjà pas toujours le cas d'une part. D'autre part, si on dit à chaque fois ça ne m'intéresse pas, il faudra bien que quelqu'un se coltine le problème. Là, le PLU était remplacé par le règlement de la zone.
Et ça devient particulièrement absurde parce que, évidemment, il est fait mention de la fausse tradition en agglo et en fermette, l'image en bas à droite. Mais on a aussi le droit maintenant aux maisons d'architectes. Et donc on se retrouve dans un terrain de jeu où il n'y a finalement plus aucune règle, où on ne sait d'ailleurs plus dire quand c'est une maison d'architecte faite par un architecte, ou un pavillon fait par un architecte, ou une maison d'architecte faite par un promoteur, ou un pavillon fait par un promoteur. Et ça dit un peu l'état de confusion culturelle. On s'est dit qu'on allait continuer à jouer ce même jeu de sampling typologique, d'absorption et de copie des détails environnants. Et donc on a pris au pavillon ambiant la couleur de la tuile, qui était une des seules règles imposées de la zone, allez savoir pourquoi. On a pris les produits du catalogue, on a pris les détails, et on les a assemblés dans ce qui est finalement plutôt construit comme un petit hangar pour tenir une économie un peu insoutenable, où il fallait trouver des solutions rationnelles, sans pour autant les mettre dans une boîte à chaussures. Ma description est un peu vague parce que on s'appuie sur un modèle puis sur un autre, on imite un modèle et on utilise un autre paradigme technico-économique. Ça donne un projet assez impur, finalement aussi impur que le contexte duquel il émerge. Et si je reviens au titre du chapitre Bon goût, mauvais goût, on se rend compte que dans un village de bon goût, on peut faire un projet de bon goût, et dans un lotissement de mauvais goût, on peut faire un projet de mauvais goût. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je ne crois pas. Et nous, en tout cas, on s'est attaché à travailler avec les mêmes outils, les mêmes fenêtres les plus grandes possibles, la même thermique irréprochable, etc., etc. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est pas l'objet de cette conférence, mais dans les trois cas aussi, les gens sont parfaitement heureux. C'est important de le dire. Ils ont trouvé finalement chaussures à leurs pieds. Et si je peux, moi, à titre personnel, préférer l'un ou l'autre, je ne vous dirai pas lequel, je me satisfais surtout du fait que ces gens, finalement, qu'on a réussi à ne pas insulter, à ne pas renvoyer à leur mauvais goût, ou à leur bon goût pour les premiers, soient finalement parfaitement à l'aise dans ce qu'on leur a proposé. Le dernier projet de cette série de maisons, de logements, c'est un hybride en fait de bon goût et de mauvais goût, parce que je crois qu'il faut aussi savoir être souple, et qu'un contexte est toujours finalement plus riche qu'une simple définition homogène. C'est un projet de 5 logements, dont 3 pour des personnes âgées, dans un petit village en banlieue de Nancy, dont on dira que la base est le projet politique de la mairie, et on revient du coup à ce qu'on a dit tout au début de cette conférence, l'importance de la maîtrise d'ouvrage dans la possibilité de faire advenir un projet qui en soit vraiment un. Et puis c'est une ancienne ferme qui jouxtait la mairie et qui était au bout de la rue qui est la grande rue du village, avec un pignon quasi aveugle et surtout plein nord. Donc elle était grande, profonde. 4 fenêtres, cherchez l'erreur. Une grande ferme très profonde, intégralement dans le noir et mal orientée. La première décision qu'on a prise, là vous voyez le bâtiment fondu au milieu de la photo. La première décision qu'on a prise, c'est de dire il faut ramener du sud dans cette grande ferme pour pouvoir faire advenir le programme. Ça, c'est le projet, on va dire, physique, et qui finalement sera celui qui aura l'allure d'un projet d'architecture dans son résultat. Toujours est-il que vous voyez comment on s'est écarté de la mairie d'à côté pour pouvoir avoir une grande fente qui permette de ramener la lumière du sud dans les logements.
Et puis on a choisi de mettre des tôles qui permettaient de profiter au plus des rayons du soleil. Ceci étant dit, ça ne réglait pas la question de la position de notre projet dans ce village, qui est donc implanté en son cœur, au bout de la grande rue qui y arrive, et qui était voilà, une ferme que l'intégralité des habitants connaissaient et qui donnait d'une certaine manière l'image du village. Il était donc par conséquent absolument impossible de faire un mauvais projet d'architecte ou entre guillemets une merde comme à cet endroit-là qui détruirait l'intégralité du village d'un coup. Et on revient donc à tout ce dont on a parlé jusque-là, comment s'intégrer, comment digérer les typologies traditionnelles sans renoncer à la possibilité de faire de l'architecture contemporaine. Et quand on regarde à l'intérieur des logements, en tout cas on a l'impression que c'est effectivement l'architecture contemporaine qui est là, le logement est donc effectivement réorienté au sud. Et puis on a travaillé, vous verrez après la présence de la ferme dans le village, et là vous pouvez lire un mail qu'on a échangé avec Madame le maire, qui était encore une fois une maîtrise d'ouvrage et éclairée et parfaite en termes relationnels et en termes de confiance dans notre travail. Mais quand on lui a proposé une petite fiche présentative du projet et qu'on a parlé de goût local, qu'on a parlé de banalité, en fait, elle voulait absolument pas qu'on parle de ça, elle voulait qu'on parle de l'architecture, qu'on parle de la contemporanéité, qu'on parle de notre action, qu'on parle plutôt de la grande faille et ainsi de suite. Quand nous, on s'est attaché à aller chercher des matériaux du coin et à refaire un pignon qui soit la nouvelle ferme de l'ancienne que tout le monde connaissait. Sur cette base-là, qui est donc habitée parfaitement au goût local, on a rajouté des couches de décor, et ce fameux décor dont on parlait tout à l'heure, qui est le contrepoint du reste du projet, qui pour nous, dans le cadre de ce projet, était en fait une forme d'attention à l'égard des usagers eux-mêmes, les personnes âgées, ce lustre en vieille verrerie, pardon, le papier peint du couloir des logements seniors, qui en fait était une réinterprétation de la carte du village, ou les frises chantournées qu'on a dessinées en regardant un petit peu ce qui se passait autour. Mais on pense aussi que c'était effectivement une attention à l'égard des habitants eux-mêmes, pour tenter de ramener la ferme qui, quand on regarde le Grand Pignon, on ne va pas non plus dire que c'est exactement la même chose qu'avant, mais la ramener dans un champ culturel accepté par tous et qui permettait de lui donner un nouveau départ acceptable et accepté. On va attaquer une deuxième série de projets qui ne sont plus des maisons, qui ne sont plus des logements, qui sont des équipements. Ces équipements qui sont un chai viticole, un funérarium et une boulangerie rajoutent un ingrédient supplémentaire qui est le process que l'architecture doit emballer. Alors évidemment, le logement, c'est un programme aussi, mais c'est un programme finalement assez commun, assez partagé, quand le programme d'un funérarium est évidemment beaucoup plus spécifique. Ces trois projets qui sont en cours, vous verrez les maquettes tout à l'heure qui donnent un peu à voir ce que ce sera. Certains des chantiers ont commencé. Pourquoi cette grosse boîte, c'est que quand on a un process à habiller, souvent la réponse générique c'est le hangar, qui soit métallique, en béton préfa. C'est la dissociation scrupuleuse entre l'enveloppe et le contenu. Et ça peut paraître un peu paradoxal avec tout ce qu'on vient de dire avant,
l'idée de copier des éléments d'un contexte culturel et de les réintégrer dans un projet, qu'est-ce qu'on en fait au regard de l'efficacité bête et méchante, littéralement, de la grosse boîte. Une grosse boîte qui, en fait, qu'on voit aujourd'hui comme une autre forme de tradition, une tradition dont l'efficacité constructive n'est pas vraiment à démontrer, et qui est un emballage assez idiot d'une possibilité spatiale absolument immense. Le premier projet, c'est donc le chai viticole. Les 3 terrains, c'est donc en pleine campagne, un chai viticole. Les coteaux mosellans, en l'occurrence. Dans un petit village, un programme de boulangerie. Et puis, dans une pure ZAC, un funérarium. Le premier programme, donc le chai viticole, par définition, c'est la vraie campagne, la campagne bucolique, productive, agraire, enfin la vraie. Dans la vraie campagne, on construit des vrais hangars. Le hangar étant quand même cet objet assez étrange, qui est d'une modernité implacable, une structure métallique préfabriquée, montée très rapidement, absolument générique, parce qu'on peut mettre absolument n'importe quoi en dessous. Donc il y a cette dimension totalement moderne qu'on n'attend pas forcément de l'idée générale de la campagne. Et puis il y a aussi, un peu naïvement peut-être, mais pas que, le fait qu'il soit souvent vert, bardé en tôle verte, pour s'intégrer dans le paysage, et que ça fonctionne. Qui s'indigne de voir un hangar agricole dans un champ? Absolument personne. C'est une évidence que le hangar agricole a droit de cité à la campagne. Donc ça répond d'une manière un peu différente à cette recherche d'intégration qu'on a développée jusqu'alors, parce que ça change un petit peu les règles du jeu. Pour une exploitation agricole, le modèle du hangar donc, est quand même assez opérant, assez évident. Là où ça se complique un peu, c'est que dans ce projet particulier, il y a une partie qui est vraiment un hangar agricole pour les tracteurs, les cuves, les machines agricoles, etc. Il y a une partie pour la cuverie, donc une partie qui doit être thermiquement assez inerte. C'est la partie noire qui est donc enterrée dans notre projet. Et puis se rajoute à ça une salle de dégustation, qui est plutôt de l'ordre de la présentation du business, du commerce, de mettre en valeur les choses, donc assez loin du hangar agricole et de sa nécessité fonctionnelle. Et puis il y a la maison de la vigneronne, et puis il y a encore 2 gîtes, 2 chambres d'hôtes, pour compléter les activités du domaine. Notre idée dans ce projet, c'est de tout réunir, cette espèce de confusion programmatique dans une seule et même structure, qui trouve sa place aussi naturellement qu'un hangar dans les champs, comme je l'ai dit juste avant, et qui ne pose pas la question de savoir si on a le droit de construire à cet endroit. Là encore, la dimension culturelle du propos s'adosse assez strictement à la dimension réglementaire. On a évidemment le droit de construire à cet endroit exclusivement parce que c'est une exploitation agricole. Donc on a eu des rendez-vous avec le conseil municipal. Et le fait que le hangar agricole ressemble à un hangar agricole était un argument de poids assez imparable pour leur dire que c'était finalement assez normal de faire ça. Alors qu'il était peut-être moins normal d'imaginer une maison, des gîtes et un magasin à cet endroit. On a parlé de structure finalement dans ce projet. L'argument de l'apparence du hangar est presque un mensonge parce que c'est la dernière couche du hangar, le bardage fibrociment qui est homogène. À l'intérieur, on a une structure en béton pour la cave qui est enterrée, on a une structure métallique pour le hangar agricole qui permet de franchir des grandes portées sans poteau intermédiaire, et on a une structure bois pour toutes les parties qui doivent être isolées et confortables, la maison, la dégustation et le gîte. Donc on a un programme finalement assez complexe
assez hybride, et une structure assez hybride qui suit les nécessités programmatiques, le tout travesti dans la sincérité honnête et naïve du hangar agricole. Ce qu'on pourrait préciser aussi, c'est que on parle presque exclusivement de cet impératif d'intégration ou d'infiltration culturelle. Ça n'empêche pas de faire de l'architecture au sens plus normal du terme, c'est-à-dire de proposer des espaces qualitatifs, surprenants, lumineux, fluides, etc. Je crois que ce projet l'illustre assez bien. Dans cette grande barre de 50 mètres de long et de 10 mètres de large, on a creusé différents tunnels, si j'ose cette image. Un pour le salon de la dame, un pour la salle de dégustation, pour que finalement, quand on est dans le hangar, on soit aussi toujours entre les coteaux des vignes et puis la vallée, et qu'on soit toujours dans le paysage. Je crois que cette notion d'intégration de l'intérieur et de l'extérieur est un peu un poncif architectural de la modernité. Il ne s'agit pas d'annuler tout ça, d'annuler le bénéfice de très grandes fenêtres et du fait de profiter de l'extérieur, mais précisément dans ce projet, on essaye un peu comme dans la maison alsacienne, d'avoir tout et son contraire, quoi, d'avoir le confort moderne et le charme de l'ancien. Je mets exprès des oreilles de lapin à ces formules affreuses, mais c'est pour illustrer ce propos qu'il ne s'agit pas de renoncer en fait à la qualité d'un espace au nom d'une recherche d'une nouvelle tradition. Le projet suivant, c'est donc un projet de boulangerie dans un tout petit village du nord de la Meurthe-et-Moselle aussi, dont le programme est donc... la commune dispose d'une très grande ferme, et puis ils ont un tout petit programme de boulangerie, et ils nous demandent de réhabiliter le méga volume de ce vieux hangar pour y mettre dans à peu près un quart de la surface une boulangerie et de fabriquer de la surface disponible. Petite précision, le maire parle il aimerait bien un théâtre, mais il dit aussi que ce ne sera sûrement pas son mandat et que peut-être ce ne sera jamais. Donc il y a une espèce de vacuité programmatique étrange. La boulangerie, c'est sûr, ils ont les budgets pour la faire, mais encore une fois, comme elle fait le quart du volume, et encore, il y a les 3/4 du reste du bâtiment qui sont non affectés, non programmés. Et on se retrouve donc avec un programme, un bâtiment à construire dont le process est l'absence de process. La première chose, évidemment, on regarde dans quel état est cette ferme. La toiture est en train de s'écrouler. Donc la première décision qu'on prend, c'est de reposer un nouveau hangar, aussi traditionnel que l'ancien, à la place de celui qui est en train de s'effondrer. L'autre moitié de la réponse à cette question de rétablir une réserve foncière et de remettre un nouveau plancher intermédiaire avec une portée la plus importante possible pour qu'il puisse plus tard accueillir n'importe quel programme, et notamment des ERP avec des charges assez importantes. En tout cas, donner le plus de possibilités possibles à la mairie quand elle choisira le programme qu'elle veut. Et donc ce fameux plancher à l'étage, sous le nouveau hangar. Et puis la deuxième proposition est quand on se demande comment on va tenir ce plancher qui est censé porter n'importe quel programme, il faut qu'on réponde à la question de que faire pour faire une boulangerie. Et là, on va dire qu'on s'est dit, on va répondre, on va faire une baguette tradition.
comment on va faire une baguette tradition? On va fabriquer une structure composée de poteaux en bois et de chapiteaux à l'ancienne tournés, dont la présence aurait l'aura culturelle nécessaire pour qu'on ne puisse pas savoir de quand elle date, ni de savoir pourquoi elle a été faite. En fait, on s'est dit que dans les boulangeries Paul, souvent ils mettaient des fausses poutres, que si on mettait des vraies poutres, ils n'auraient pas à mettre les fausses. Et c'était une manière... évidemment, on ne l'a pas présenté comme ça. Si, on l'a présenté parfaitement comme ça, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont très bien compris, parce que c'est aussi stupide qu'efficace, en fait. L'idée qu'à un moment que cette structure en bois médiéval s'occupait de l'image de la boulangerie traditionnelle dans le village traditionnel, leur allait très bien. Et accessoirement, le fait que ce ne soit pas des poutres en polyuréthane, mais des vraies poutres en bois, renforce encore l'argument. Et en fait, on s'est retrouvé avec une proposition qui consistait en le fait d'empiler deux espaces parfaitement isotropes qui fabriquaient de la réserve d'usage. Cette réserve spatiale isotropique, c'est donc le hangar parfaitement vide à l'étage, porté par une grille 3 mètres par 3 mètres de poteaux et chapiteaux en bois, parfaitement régulière et sèche, comme de l'architecture, on va dire, d'architecte, pour le coup. L'idée aussi, je crois que c'était en invoquant le modèle de la halle de village, c'est de se dire que la boulangerie ne survivra peut-être pas au bâtiment, et que donc cette halle de village, si ça devenait une bibliothèque, un restaurant, une salle du conseil, absolument n'importe quoi, ça pourrait fonctionner très bien. Et en fait, on se retrouve avec la proposition de deux arguments parfaitement génériques, parfaitement isotropiques, mais par contre qui sont autant contextuels que génériques. La présence de celui de la boulangerie n'est pas du tout la même que celle du hangar agricole posé sur elle. Tout ça dans la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on a essayé de conserver le plus possible, et en particulier sa façade sur rue à laquelle on ne touchera pas. La coupe du projet, le fameux hangar posé sur la fameuse grille. J'insiste un peu sur cette idée parce que ça m'a l'air assez fécond, enfin ça ouvre des possibilités de travail. Quand on parle d'un espace isotrope, c'est-à-dire homogène, indifférencié, générique, on a tout de suite l'espèce d'arrière-goût amer d'une architecture sans qualité, d'une architecture qui serait toujours la même, celle d'un supermarché. Effectivement, les supermarchés sont souvent les mêmes et sont souvent, on va dire, pas très satisfaisants comme réponse spatiale. Dans ce projet, on a deux types de structures totalement génériques, quasiment indépendantes de leur contenu, et qui pour autant créent des espaces absolument différents. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors, c'est évidemment un hasard contextuel qui fait qu'on avait à la fois un hangar à transformer, un hangar d'une part vide, et puis de l'autre côté une boulangerie et ces vraies fausses poutres à créer. Mais je crois que ça dépasse largement le strict programme de cette boulangerie et de ce village pour parler de la relation entre la structure et sa présence plus ou moins traditionnelle. Et pour conclure là-dessus, c'est l'idée qu'il est possible de fabriquer de l'espace aux conditions génériques, mais à présence culturelle. Le dernier projet, c'est le funérarium dans la ZAC. Alors là, quand on parle de tradition, c'est plus la même, c'est pas un village, c'est pas un lotissement, c'est la ZAC, donc c'est des grosses boîtes parfaitement génériques. Je crois qu'on peut parler d'une laideur assez consommée. La taille
l'enseigne publicitaire étant le critère principal de la qualité du bâti. Et le programme, par contre, dans cette ZAC, c'est à la fois un magasin de pompes funèbres, donc quelque chose dont on pourrait se dire, oui, bon, un magasin dans une zone d'activité, pourquoi pas, mais aussi une maison funéraire. Donc le lieu du rituel contemporain de la mort. Aujourd'hui, on ne veille plus ses morts chez soi, on les confie à ce genre d'institutions qui sont parapubliques, avec des règles assez précises de séparation entre les parties commerciales et les parties rituelles. Donc, ce que vous voyez là, c'est cette grosse maison, c'est le magasin de pompes funèbres existant qu'on doit donc étendre pour intégrer un funérarium et puis ses voisins. Alain Flelou et la boulangerie industrielle Patichou pour un deuil vraiment confortable. Et là ça pose vraiment des questions sur ce qu'on va faire en fait de la tradition. C'est notre client. Qu'est-ce qu'on va faire de la notion de tradition dans la ZAC en fait? Est-ce qu'on va totalement s'asseoir sur ce qu'on a dit depuis un peu plus d'une heure maintenant parce que voilà, on s'est mal tombé, ou est-ce qu'on va justement essayer de dépasser un peu nos appréhensions enfin nos a priori, et de trouver une solution qui fonctionne avec ces notions absolument antagoniques, quoi. Ça existe en vrai, ça n'est pas un montage photographique. C'est notre client qui nous a invités à aller visiter un autre funérarium qui gère, et juste à côté de ce funérarium, qui est une boîte en agglo absolument sordide, avec des dalles 60-60, du carrelage et une machine à café qui clignote, enfin un film d'horreur. Juste à côté, il y a cette représentation de la grotte de Lourdes. Et on se dit qu'il y a peut-être quand même qu'un architecte un petit peu soucieux de son travail, et je le dis pour la première fois, mais c'est très important, je crois qu'il n'est pas cynique. Il y a des choses à faire pour que le programme avec lequel on va travailler soit juste possible d'un point de vue humain, d'un point de vue intellectuel, du point de vue de la dignité des personnes qui seront là. Et il s'agit donc bien de mettre un programme hyper spécifique et coupé en deux entre le commerce de la mort et son rituel dans une grosse boîte intégrée à une grosse ZAC. Ces petites maquettes de travail, c'est pas des maquettes de travail, c'est des maquettes de présentation à notre client. Ça montre les différentes étapes du projet, la maison existante avec son garage, une première extension sur l'arrière, une deuxième extension pour des bureaux, les trois petites cheminées là, c'est les salles de présentation des corps, donc la partie funérarium, puis ce qu'on appelle le cloître, le tout emballé dans une grosse boîte en fait qu'on reconstitue a posteriori pour finalement retomber dans notre contexte sans faire semblant qu'on est ailleurs, quoi. Finalement, il y a aussi une partie commerciale, comme je le disais, qui a tout à fait sa place à cet endroit. Là où la proposition dépasse un petit peu cet état de fait commercial qu'on n'est pas là pour remettre en cause, c'est en proposant cette grande cour, qui est une partie assez conséquente de la surface construite et qui est aussi une partie assez conséquente du budget, mais ça notre client l'a très bien compris. Cette cour, en fait, au lieu de rentrer directement dans le salon funéraire, on rentre d'abord dans la cour, qui est un cloître en béton coulé en place, je dirais absolument austère, et surtout absolument étanche à l'environnement commercial, bruyant, les voitures de l'extérieur. Donc c'est une sorte de porte un peu démesurée. On s'est dit que la fonction symbolique d'une maison funéraire, c'était très précisément un rite de passage. On entre, on va voir son défunt, on lui dit adieu, on ferme la boîte et on ressort. Et donc c'est ce passage qu'il fallait traiter d'une manière digne. Et le fait de rajouter un espace extérieur qui n'était pas du tout prévu au programme de notre client au début, permet que la porte du local à proprement parler, salon funéraire, ne donne pas sur la ZAC affreuse, mais donne sur le cloître.
Et dans cette même idée, bon, le plan montre un peu le fouillis de tout ce qu'on avait à gérer, mais on voit en bas à droite un petit sas qui permet de rentrer de manière assez discrète, assez confidentielle dans la cour. La longue marche, on parle de 25 mètres, hein, c'est pas non plus des heures de marche, mais un temps certain avec le ciel seul, et seulement à partir de la moitié de la cour, des baies sur la gauche qui ouvrent vers le salon commun. Ça, c'est la façade commerciale avec une grande vitrine dans un habit très austère qui correspond à l'image qu'on peut avoir d'un magasin de pompes funèbres. Et puis ça, c'est la façade intérieure de la cour, qui est la vraie façade, finalement, le vrai extérieur digne de la maison funéraire, avec le motif des arcades en plein cintre, comme une sorte d'évocation religieuse. On s'est très vite dit que traiter avec le deuil et la mort des gens, c'était forcément un peu religieux, à ceci près qu'on n'a pas le droit aux signes confessionnaux, parce que c'est un édifice parapublic, donc n'importe quelle personne de n'importe quelle confession peut l'utiliser. Donc on a essayé de trouver une forme d'ordre architectural vaguement roman qui invoque cette notion d'une architecture religieuse, sans déborder finalement du cadre législatif qu'on avait. Et je crois que c'est un bon exemple en fait où on pourrait presque dire le motif décoratif devient un argument spatial dans le parcours qu'on essaie d'établir. On a donc, au travers de tous ces projets et de toutes ces notions un petit peu mélangées, essayé d'aborder ce qu'on aura rangé sous la question de rusticité, à savoir essayer d'inventer des moyens d'intégrer l'architecture, qui, dit autrement, serait de comment on trouverait des dispositifs qui permettent d'intégrer la normalité à l'architecture pour éventuellement réussir à intégrer l'architecture à la normalité. On va finir sur un dernier projet qui est un projet d'exposition comme celui par lequel on a commencé, où on a été invité à présenter notre travail de façon monographique dans une petite galerie de Reims, et où on a proposé au commanditaire, qui en fait s'est retrouvé malgré lui un petit peu comme l'ensemble des commanditaires dont on a parlé jusqu'à présent, mécène d'une action. On a proposé de fabriquer un livre et de l'exposer ouvert à toutes ses pages. Et on a proposé de faire non pas un livre d'architecture, mais de faire un livre d'images, qui soit donc accessible à tous et qui soit beaucoup plus généralement une proposition culturelle. Et on voulait terminer là-dessus. On a lu il y a quelques jours, et ça tombait bien, un article où Nicolas Bourriaud, pour ne pas le citer, citait Godard, qui disait que la culture c'était la règle, que l'art c'était l'exception. Nous, on est architectes, on n'est pas artistes, donc il s'agit de s'occuper de la culture, et on a essayé de vous montrer comment on s'attache à ça, à fabriquer de l'architecture qui soit une proposition culturelle et qui soit ramenée dans le champ de la culture. Et on vous remercie. Merci à vous. Merci pour cette conférence très intéressante. Avant de partir, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui avait éventuellement une ou deux questions à poser. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est très très clair.
Bonsoir. Non, une question très simple, sans vouloir rentrer dans votre intimité de travail. C'est juste, vous avez abordé l'économie du projet. Et quelle est la question, enfin, comment vous avez pu aborder, parce que Lionel disait que l'agence était assez jeune, ça fait une dizaine d'années, je crois, à peu près. Et comment vous avez réussi à traverser les premières années et comment avez-vous abordé l'action de l'économie de l'agence, en fait, et de votre propre travail à travers ces projets? Tu parles donc d'économie personnelle, oui, pas d'économie de projet, hein. C'est ça. Mal. Ouais. C'est évident que voilà, les propositions culturelles sont toujours un peu fondées sur le bénévolat, on va dire. Donc évidemment, il y a des honoraires pour chaque projet. Et puis il y a l'investissement personnel qui fait que tu travailles pour autre chose que pour une rémunération qui est souvent un peu en décalage avec le temps qu'il faut pour faire les choses comme ça. Tout ce qu'on décrit là est infiniment chronophage, qu'il s'agit d'aller rôder dans un village pour regarder comment sont faits les débords de toiture, ou à toutes les étapes en fait. Je crois que ça se passe assez mal en fait. Ça évolue un peu. Les projets par exemple de la dernière série sont un petit peu plus gros en termes de volume financier. C'est beaucoup aussi une question de taille de projet, évidemment. Hein. Ça se passe donc un peu moins mal, mais c'est vrai que la rentabilité économique d'une agence, elle est meilleure avec des gros projets. Bon, comme on les a pas, on a le choix de changer d'idée ou de s'accrocher un peu. J'ai malheureusement pas de réponse beaucoup plus optimiste. Et on n'a jusqu'à maintenant eu aucun salarié. Donc les heures passées, elles sont pour nous et elles ne nous coûtent rien d'autre que notre temps. Et puis elles rapportent ce qu'il y a au bout. Mais et est-ce que ça a eu une influence aussi sur justement votre manière d'aborder la conception et le projet? Je pense pas. Notre condition économique, pas tellement. Après, le fait qu'on travaille pour des petits budgets très contraints, ça évidemment, on aurait pu rajouter un chapitre au tout début dans les ingrédients qui est l'économie. On l'a pas fait parce que finalement tout le monde travaille avec ça et aucun client n'est trop riche jamais. Mais c'est vrai que ça a été assez fondateur le fait de commencer avec des maîtres d'ouvrage, des commanditaires particuliers, on en a parlé, nous a obligés à nous positionner par rapport à eux et pas à finalement être autonome avec notre prétendue légitimité. C'est la même chose sur l'économie en fait de ces projets. Le fait de tenir des budgets extrêmement serrés et du coup d'arriver à l'essentiel nous a guidés, je crois, vers une certaine approche extrêmement rationnelle de la construction et un peu en négatif vers tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire le décorum au sens très large, comme finalement quelque chose dont tu ne peux pas faire l'économie en fait. On a toujours dit à nos clients, on va construire votre maison là, un peu comme un hangar, n'ayez pas peur, ça permettra de payer les grandes fenêtres. Donc il y a toujours eu cette dimension, je crois, de ruse. Mais qui est extrêmement coûteuse en temps et qui est extrêmement chronophage. Si on a réussi à faire ces petites maisons dont le budget était au départ quasi impossible, c'est parce qu'on a passé un temps monstrueux à essayer de tenir, de relever ce défi-là, et donc compter, réduire, augmenter, mettre en place des stratégies économiques à l'échelle du projet pour pouvoir réussir à les faire. Évidemment que ça joue sur le projet, mais la seule chose que ça fait, c'est que ça diminue le taux horaire de notre travail. C'est même pire que ça, c'est que tu travailles beaucoup pour que le projet soit moins cher et passe dans le budget,
et donc que tes honoraires diminuent. C'est mécanique, comme on est payé un pourcentage des travaux, plus on travaille pour faire des économies, moins on est payé. Et ça, on y a beaucoup joué. On peut, mais ça changerait pas grand-chose parce que on se dit toujours à un moment, les sous qu'on prend pour nous, c'est autant moins qui va se passer dans le projet. Et donc si on est un peu sincère dans ce qu'on va essayer d'offrir, forfait ou pourcentage, ça change pas grand-chose, quoi. C'est assez triste en fait parce que c'est assez délétère dans un environnement très concurrentiel. Évidemment, il faudrait tenir nos honoraires le plus possible, voilà, bien fier, bien droit pour la profession. Ça marche malheureusement pas comme ça, donc je ne crois pas qu'on puisse être fier de ça, mais c'est vraiment la nécessité. Alors évidemment, on peut quand même trouver à cette nécessité un peu affligeante des valeurs extrêmement positives. Cette notion d'économie, elle est centrale, pas seulement financière, mais esthétique. Quand pour ce petit projet de maison qu'on n'a pas construit, on est passé de l'esthétique de l'économie de l'économie de l'esthétique à l'esthétique de l'économie, on s'est dit qu'on avait fait un grand pas intellectuel, parce qu'il ne s'agissait pas de faire de l'architecture povera qui ait l'air d'être en carton, mais en fait si on se débarrassait totalement des prétentions à une certaine esthétique, on en arrivait à une autre beaucoup plus sincère, beaucoup plus respectable et beaucoup plus abordable. Donc je crois que c'est effectivement très, très lié, quoi. Mais c'est la question qui fait mal. Voilà, je te la rends. Bon courage. J'ai une dernière question ici. Je suis là. Oui, je vais essayer de la poser de manière la plus brève possible. Donc, j'étais extrêmement sensible à la dimension que vous avez appelée un moment anti-cynique, je dirais, dans votre approche, et cette volonté, je dirais, stratégique d'infiltration culturelle un peu du monde de l'ennemi parfois pour construire en son sein des propositions neuves. Et j'étais un peu intrigué du coup par la présence dans les définitions, dans la toute première image du terme de populisme en fait. Si le populisme peut mener au populaire, si je peux reprendre je crois que c'était ça qui est la formule, et donc notamment une notion qui est extrêmement dans l'air du temps, je dirais, à la fois dans les débats architecturaux et politiques. Et j'étais assez surpris. Est-ce que votre volonté, c'est pas plutôt de faire du populaire que du populiste, quoi, qui est toujours une forme de construction des goûts pour des intérêts qui sont marchands ou qui sont des intérêts très cultivés, quoi. Alors c'est que la phrase est vraiment mal écrite, parce que je crois qu'on est absolument d'accord sur l'objectif. Le populisme qui consisterait à flatter la majorité, on le voit comme positif en ce qu'il est un outil pour arriver au populaire, pour arriver finalement à le convaincre. Je crois que vous avez noté qu'on aimait bien utiliser des arguments polémiques parce qu'ils permettent de faire réagir et de mettre un peu le doigt où ça fait mal. C'est pour ça que ce terme est dans la phrase introductive de l'introduction. Évidemment, l'objectif, c'est le populaire. Sauf que si on dit ça comme ça, on veut faire une architecture populaire, ou bien ça sent vraiment fortement la langue de bois, ou bien ça a des relents comme ça, un peu postmoderne, un peu louche. Quels sont les moyens justement de construire une architecture d'aujourd'hui qui ne soit pas rétrograde, je ne crois pas qu'elle le soit du tout, et qui soit sincèrement populaire. Et il y a plus de questions, je crois, dans notre propos que de réponses. C'est pas mal des tentatives. Certaines sont peut-être un peu des branches mortes. D'ores et déjà, les deux petits pavillons homothétiques du gros pavillon Phoenix, par exemple, indépendamment des soucis techniques qu'on a, parce que quand on supprime les bords de toit, l'eau rentre mieux. On se dit que c'est peut-être pas intéressant finalement ce jeu formel, strictement formel en fait, sur
sur la présence symbolique. Ça marche très bien parce que les voisins ont eu peur, et puis finalement, on a été discuté un peu autour comme ça, et puis finalement, c'est complètement retombé sur ses pattes. Donc ça, on pourrait dire, c'est réussi, mais c'est évident qu'aujourd'hui, on a plus envie d'aller dans la direction du vrai faux hangar, de la halle médiévale dont on ne saura pas dire l'âge qu'elle a, parce que là, il n'y a pas de question de... Il n'y a pas de question de cynisme possible, en fait. C'est strictement positif. Je crois que si une personne entre... À un moment, Mathias disait la question principale de tous nos projets, c'est comment ne pas faire une merde. C'est une question brûlante, en fait, parce qu'il y en a tellement. Je m'excuse de dire ça. On est censé ne pas dire du mal de nos confrères, mais... regardez autour de vous. Je ne parle pas forcément de ce bâtiment, mais quand même, à la ville, d'une certaine manière, tout est possible. Il y a déjà un caractère cosmopolite, hybride. Finalement, un objet de plus ou de moins, même s'il détonne, sera digéré par le grand corps onirique de la ville. À la campagne, c'est pas le cas. On peut détruire un village en un projet pour toujours. Et on le voit très souvent. Donc ce point de départ qui a l'air complètement négatif, ne pas faire une merde, je crois que c'est vraiment un impératif moral extrêmement élevé et extrêmement difficile. Et puis il y a quelque chose aussi, on est dans une école d'architecture, 90% du public c'est des étudiants. Si on commence la conférence en disant qu'on veut réintégrer l'architecture à la normalité et qu'on veut en faire un dispositif réintégrant l'architecture dans la culture, et puis qu'après on vous présente une liste de projets, à la fin vous dites c'est bien, vous êtes gentil, mais ça fait une forme de vœu pieux parfaitement vide. On préfère être d'abord polémique, présenter notre travail un peu dans tous les sens, pour espérer que quand on dit ça, ça ait un tout petit peu de sens. Il vaut mieux commencer en vous énervant avec le mot populisme, et puis finir... Non, mais je veux dire, en vous titillant avec ça, pour finir sur l'idée, je crois, très sincère qu'on a de travailler à ça, de travailler à en fait, réintégrer l'architecture dans la culture, c'est le seul moyen qu'on a, nous, de faire qu'elle survive. Et si on est... parce que la question d'avant, c'est comment on arrive à vivre, ben on n'y arrive pas. C'est aussi qu'il y a un problème, c'est aussi qu'en France, l'architecture, c'est la catastrophe. Donc, essayer de construire un propos nécessairement polémique pour dire on travaille à ça. Le texte il est plus pour ouvrir, et puis derrière on est disponible pour parler de ce qui en fait est important à nos yeux, et on l'espère à tous ceux qui vont sortir des écoles pour essayer de poursuivre la possibilité de l'architecture qui est tout de même relativement incertaine. On pourrait dire aussi exactement l'inverse de ce constat un peu désespéré. C'est que finalement, il n'y a jamais eu autant de commandes architecturales de petite échelle et donc proche d'une commande populaire qu'aujourd'hui. L'histoire de l'architecture est exclusivement celle des temples et des palais. Le mouvement moderne, en fait, prend à bras-le-corps la question du populaire, et puis se prend totalement les pieds dans le tapis, au point que c'est aujourd'hui, pour la plupart des gens, un repoussoir. La barre, la cité, toutes les inventions qui étaient censées faire de l'architecture un programme d'émancipation sont vraiment honnies. Le postmodernisme montre des voies intéressantes, mais succombe à une forme de narcissisme souvent pire que la naïveté moderne qui l'attaque. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on a la possibilité de travailler à plus d'endroits encore
que toutes ces époques précédentes. Et on pourrait dire que ça, c'est une opportunité, si tant est que, voilà, qu'on ne se détourne pas d'une commande nécessairement moins prestigieuse, si ça veut dire quelque chose, quoi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On vous propose de poursuivre là, donc parce que Jean est pas venu juste pour une conférence. Il y a une exposition qui démarre ce soir avec un vernissage qui commence maintenant. Je vous propose qu'on y aille. C'est 17 rue de Rossheim, Galerie Domino. Une petite information pratique. On a une exposition très intéressante et aussi un peu fragile. Alors, ça serait bien juste de rentrer en enlevant vos sacs à dos. Vous comprendrez pourquoi en y allant. Voilà. Et pour le reste, il y a à boire et à manger. À tout à l'heure.